Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Déclaration ministérielle, Michel Sleiman s'entretient avec une délégation du parti Kataeb menée par Amin Jmaïl, leur assurant que le texte met l'accent sur l'État comme autorité de référence. Conflit syrien, la commission d'enquête de l'ONU allonge sa liste de personnalités soupçonnées de crimes de guerre, personnalités qui proviennent aussi bien du régime que de l'opposition. Malaysia Airlines, la Chine lance des recherches sur son territoire et écarte toute implication de ses ressortissants dans sa disparition. L'avion est introuvable depuis 10 jours. Et à suivre également dans ce journal, Vladimir Poutine signe le traité intégrant la Crimée à la Fédération de Russie et accuse l'Occident d'avoir franchi une ligne rouge dans la crise ukrainienne. Michel Sleiman a reçu ce matin le chef du parti Kataeb, Amin Jmaïl, et une délégation de 13 membres, notamment les ministres et les députés de son parti. Objectif de cette rencontre, lever l'ambiguïté contenue dans la déclaration ministérielle et dissuader les ministres Kataeb de démissionner. Selon le chef de l'État, la déclaration consacre la reconnaissance de l'État comme autorité de référence dans les affaires politiques, la défense et la libération des territoires occupés. Elle rejoint en ces points le discours d'investiture, la déclaration de Brabda et la stratégie de défense. Michel Sleiman a par ailleurs souligné que le Conseil des ministres a besoin de la participation de toutes ses composantes pour mettre en œuvre la déclaration ministérielle. Les Kataeb avaient émis des réserves sur le texte élaboré vendredi dernier en Conseil des ministres, notamment la clause relative au droit à la résistance et à la reconnaissance de l'État comme autorité de référence en la matière. Et sachez par ailleurs que Michel Sleiman a fixé au 31 mars la reprise du dialogue national au palais présidentiel de Brabda. La dernière séance s'était tenue le 20 septembre 2012. Direction Tripoli où les combats ont repris ce mardi à coups de tirs de roquettes et de mitrailleuses. Après un calme précaire ce matin, l'armée tente de riposter aux sources des tirs près de la mosquée El Nasiri. Cette nuit, les miliciens des quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Babette Bene se sont de nouveau affrontés à la mitrailleuse. Les francs-tireurs des deux camps ont également sévi. Tripoli est le théâtre d'un énième round de violence depuis jeudi. Les accrochages ont fait une douzaine de morts, dont un soldat et près d'une centaine de blessés. Tamam Salam doit s'entretenir avec les députés de Tripoli ainsi que son prédécesseur Najib Mikati, originaire de la capitale du Liban Nord, pour tenter de rétablir le calme. L'armée israélienne a effectué des manœuvres militaires dans le secteur des fermes de Shebra, à la frontière libano-israélienne. Selon l'Agence nationale d'information, plusieurs explosions ont été entendues. Tsahal aurait tiré plus d'une trentaine d'obus de mortier. Des drones israéliens ont également survolé le secteur. Par ailleurs, plusieurs soldats israéliens ont été blessés par une explosion au passage de leur jeep sur la partie du Golan occupée par Israël, près de la frontière avec la Syrie. L'explosion s'est produite près de Majd al-Shams, à proximité de la ligne de démarcation, avec la partie du plateau sous contrôle syrien. Le corps d'un ouvrier syrien a été découvert ce matin près de la faculté d'information de l'université libanaise à Fanar. L'homme a été tué de plusieurs coups de couteau. Sur l'un des murs de la pièce dans laquelle le corps a été retrouvé, le message suivant a été écrit, apparemment tracé avec le sang de la victime, pour venger les victimes de Yabroud et pour l'honneur de la Syrie. Dimanche, l'armée syrienne, largement aidée par les combattants du Hezbollah, a repris aux rebelles la ville clé de Yabroud, non loin de la frontière libanaise. La commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie allonge sa liste des personnalités soupçonnées de crimes de guerre dans le conflit syrien. Selon le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, elles proviennent aussi bien du régime, notamment de l'armée et des services de renseignement, que des rangs de l'insurrection. Pour l'heure, 4 listes confidentielles de suspects ont été établies par cette commission d'enquête formée en septembre 2011, 6 mois après le début du soulèvement contre Bachar el-Assad. Les personnes visées sont pénalement responsables d'enlèvement, de torture et d'exécution. La France, la Grande-Bretagne, la Suisse et l'Union européenne ont d'ailleurs appuyé la demande des enquêteurs d'une saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le reste de l'actualité régionale de ce mardi, Barack Obama appelle son homologue palestinien Mahmoud Abbas à prendre des risques pour débloquer le processus de paix au Proche-Orient.
Le président américain estime que les dirigeants des deux camps doivent faire preuve d'audace politique et saisir l'occasion qui se présente. Le chef de la Maison-Blanche a déjà rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou il y a 2 semaines à Washington. Soutenu par des manifestants qui défilaient hier à Ramallah en Cisjordanie, Mahmoud Abbas refuse de reconnaître Israël comme État juif. Pas question non plus de maintenir les troupes israéliennes en territoire palestinien indéfiniment. 2 exigences de l'État hébreu que Washington conseille au président de l'autorité palestinienne de remplir. Barack Obama a réaffirmé sa détermination à parvenir à un accord cadre pour prolonger les négociations au-delà de la date butoir du 29 avril. Direction l'Égypte où un officier de police a été condamné à 10 ans de prison pour la mort de 37 prisonniers islamistes asphyxiés par du gaz lacrymogène dans un fourgon pénitentiaire. L'incident a eu lieu en août 2013. Les 3 autres officiers jugés à ses côtés ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis. Les 37 détenus se trouvaient dans un convoi transportant plus de 600 prisonniers islamistes vers une prison proche du Caire, au plus fort de la répression contre les partisans du président Mohamed Morsi, destitué par l'armée début juillet. Dans un instant, des centaines de migrants sauvés par la marine italienne en Méditerranée. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. La Chine écarte toute implication de ses ressortissants dans la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines. Les antécédents des 153 Chinois qui se trouvaient à bord n'ont fourni aucun mobile à même d'expliquer un détournement ou une destruction de l'appareil. Reste l'hypothèse d'un suicide du pilote ou du copilote malaisien. Le Boeing 777 qui reliait Kuala Lumpur à Pékin est introuvable depuis maintenant 10 jours. Dans la capitale chinoise, les familles des passagers perdent patience et accusent les autorités de leur cacher des informations. Elles menacent même d'entamer une grève de la faim. 227 passagers et 12 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion au moment de sa disparition. 26 pays tentent de le localiser. La Chine a décidé ce mardi d'élargir les recherches à son propre territoire. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, le nord de l'Afghanistan endeuillé par un attentat suicide meurtrier. Au moins 15 civils ont été tués et une trentaine d'autres blessés quand un kamikaze a fait sauter une bombe en plein cœur du bazar de Maymana, capitale de la province de Faryab. Cet attentat n'a pas été revendiqué, mais les talibans ont menacé la semaine dernière de perturber l'élection présidentielle prévue le 5 avril. La marine italienne a sauvé quelques 600 migrants syriens, palestiniens et érythréens. Parmi eux, 103 femmes et 62 mineurs. Ils traversaient la Méditerranée à bord de 2 embarcations surchargées et ont été repérés par un avion qui patrouillait dans le cadre de l'opération Mare Nostrum. Opération lancée à l'automne dernier après le drame de Lampedusa. Depuis son lancement, la marine a mené 76 missions, sauvant plus de 10 000 migrants, tous à bord d'embarcations de fortune. Et puis, reprise des négociations sur le nucléaire iranien. Objectif de cette 2e session à Vienne, aboutir à un accord définitif entre l'Iran et les grandes puissances sur le programme controversé de Téhéran. La République islamique et les 5+1 tentent de mettre fin à une décennie de confrontation entre l'Iran, qui proclame son droit au nucléaire civil, et les grandes puissances qui le soupçonnent de chercher secrètement à se doter de la bombe nucléaire. C'est désormais officiel. Vladimir Poutine a signé le traité intégrant la Crimée à la Fédération de Russie. Ce matin, le chef du Kremlin a pris la parole devant les 2 chambres du Parlement russe, assurant notamment que Moscou ne souhaite pas une partition de l'Ukraine. Un discours ferme, marqué par des élans de patriotisme et un ton très anti-occidental, dans lequel le président russe a estimé que les référendums en Crimée avaient été tout à fait démocratiques. Poutine a accusé l'Occident et notamment Washington de dicter la loi du plus fort et d'avoir dépassé les bornes et franchi la ligne rouge concernant l'Ukraine. Et puis, réaction à Kiev, le chef de la diplomatie a annoncé que l'Ukraine ne reconnaît pas le traité, estimant que le discours de Poutine n'a rien en commun avec le droit ou la démocratie. Et puis après le référendum organisé en Crimée et l'annonce de son annexion par la Russie, Laurent Fabius estime pour sa part qu'on ne peut admettre que le droit international soit violé de cette façon. Le chef de la diplomatie française appelle à garder son calme pour éviter un affrontement avec les Russes qui amassent des troupes à la frontière est ukrainienne. Plus grave qu'on ait connu depuis la fin de la guerre froide. Et il peut toujours y avoir des dérapages et des provocations. Quand vous avez d'un côté des troupes qui sont massées sur la frontière de l'Ukraine, et de l'autre côté évidemment
une Ukraine qui se sent, et elle a raison, attaquée, vous pouvez avoir des événements graves. Donc il faut savoir garder son cap. Nous sommes sur la décision du dialogue et nous avons proposé, et c'est une manière de répondre à votre question, que l'OSCE, qui est l'organisme qui groupe à la fois les Russes et les Européens de l'Union européenne, puisse envoyer de très nombreux observateurs pour éviter justement cet affrontement. Oui, mais où? En partout, Ukraine de l'Est, de l'Ouest, mais pas en Crimée. Partout, nous souhaitons qu'ils soient partout. Les Russes ne nous ont pas encore répondu pour savoir s'ils acceptaient qu'ils soient en Crimée. Ce qui est clair, c'est que ce qui a été fait en Crimée est totalement contraire à la fois à la constitution d'Ukraine et au droit international. Que lorsqu'on a discuté de cela à l'ONU, même les Chinois, qui d'habitude votent avec les Russes, se sont abstenus. Donc la Russie est totalement isolée. Mais il faut bien voir que si elle continue, non seulement c'est une tension extrêmement dangereuse pour la situation mondiale, mais en plus ça va être à son propre détriment, parce que tout ça, économiquement, va être une catastrophe pour elle. Ça fait des années et des années, même des siècles, que nous avons de bonnes relations avec la Russie, qui est là, historiquement, géographiquement. Mais on ne peut pas admettre que le droit international soit violé. S'il n'y a plus de frontières sûres et reconnues, ça veut dire qu'aucun pays, aucune population n'est en sécurité. Il s'appelle Thomas Pesquet. Cet astronaute de 36 ans est devenu le 10e Français à décrocher un tour pour l'espace et le premier depuis 2008. Il doit se rendre en 2016 à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour une mission de 6 mois. Il a été sélectionné par l'Agence Spatiale Européenne parmi plus de 8000 candidats. Diplômé de l'école d'ingénieurs de Toulouse, pilote de ligne, parachutiste et plongeur, Thomas Pesquet parle 6 langues, dont le russe et le chinois. C'est un rêve d'enfant, mais je ne veux pas dire qu'il se réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un pas de plus sur ce chemin qui m'a amené depuis 2009, la sélection d'astronautes. Aujourd'hui, mon affectation sur un vol qui, j'espère, m'amènera en 2016 à voler dans l'espace. C'est un pas de plus, un pas important, mais le rêve s'est pas encore réalisé. Il se réalisera en 2016, normalement. Aujourd'hui, les missions, c'est des missions longues. 6 mois dans la station spatiale, c'est un peu boîte de conserve avec des gens qu'on n'a pas vraiment choisis. Donc, il faut être capable de travailler en équipe. Il faut psychologiquement être un peu souple, être dépourvu d'agressivité. J'imagine que c'est ça aujourd'hui qui fait le petit plus sur le CV des astronautes modernes. 50% du temps des astronautes est consacré à la recherche médicale, recherche dans les domaines des sciences, des matériaux, de la biologie, pour essayer d'améliorer la vie des gens sur Terre. Ça sert à ça. On n'envoie pas les gens dans l'espace, les astronautes, pour leur faire plaisir, mais bien pour les résultats qu'ils ramènent. Le reste du temps, on fait beaucoup d'entretien et de maintenance. C'est un environnement très difficile, et puis on s'entretient physiquement aussi pour revenir sur Terre en bon état. Patient, effectivement, parce que c'est un métier de longue haleine, il y a beaucoup d'entraînement, curieux parce qu'il faut s'intéresser à tout, il y a énormément de domaines, on parle le russe, on fait de l'entraînement technique, de l'entraînement opérationnel, et prudent, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas prendre de risques, et puis surtout il ne faut pas faire d'erreurs, ou du moins essayer d'en faire le moins possible. C'est la chance d'une vie, une mission dans l'espace, donc la seule peur des astronautes, c'est pas le risque qu'ils prennent physiquement, c'est plutôt la peur de faire une erreur, et puis de gâcher une manipulation scientifique, par exemple. On a tous ça un peu au creux du ventre. Je pense que déjà, au cours de la sélection, on essaie de sélectionner des gens qui sont prêts à faire cet effort-là. La motivation aide énormément, évidemment. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de communication dans l'ISS. Maintenant, on peut appeler avec Skype, on peut appeler sa famille, on peut envoyer des emails, on peut même tweeter depuis l'ISS. Donc l'isolement, en fait, il est devenu plus relatif que ce qu'il était il y a quelques années. Aujourd'hui, au contraire, une des caractéristiques des missions spatiales modernes, c'est qu'on essaie de faire partager ça au plus grand nombre. On travaille pour les gens avec les résultats scientifiques, mais on veut aussi partager le rêve, essayer de leur montrer l'expérience unique qu'on est en train de vivre, en envoyant des photos, en filmant et en essayant vraiment de communiquer ça avec le plus grand nombre. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Déclaration ministérielle, Michel Sleiman s'entretient avec une délégation du parti Kataeb menée par Amin Jmaïel, leur assurant que le texte met l'accent sur l'État comme autorité de référence. Conflit syrien, la commission d'enquête de l'ONU allonge sa liste de personnalités soupçonnées de crimes de guerre, personnalités qui proviennent aussi bien du régime que de l'opposition. Malaysia Airlines, la Chine lance des recherches sur son territoire et écarte toute implication de ses ressortissants dans sa disparition. L'avion est introuvable depuis maintenant 10 jours. Et puis Vladimir Poutine signe le traité intégrant la Crimée à la Fédération de Russie et accuse l'Occident d'avoir franchi une ligne rouge dans la crise ukrainienne. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.